Les solides de Platon, ce sont le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Ce sont les seuls polyèdres réguliers, à condition de s'entendre sur le sens du mot régulier. Et d'où viennent-ils donc les solides de Platon? De Platon peut-être? Ben oui, à condition de s'entendre sur le sens de venir. Vous savez que, pour l'essentiel, Platon a rédigé ses livres sous forme de dialogue. Il y met en scène son maître, Socrate, et un ou plusieurs interlocuteurs à qui Socrate arrive à faire dire ce que Platon a envie de décrire. Dans le Timée, Socrate et Timée parlent de science. Et pas n'importe quelle science, il est question de la création, tout simplement. Dieu plaça l'eau et l'air entre le feu et la terre. Et ayant établi entre tout cela, autant qu'il était possible, des rapports d'identité, à savoir que l'air fut à l'eau ce que le feu est à l'air, et l'eau à la terre ce que l'air est à l'eau. Il a, en enchaînant ainsi toutes les parties, composé ce monde visible et tangible. C'est de ces quatre éléments réunis de manière à former une proportion qu'est sortie l'harmonie du monde, l'amitié qui l'unit si intimement que rien ne peut le dissoudre, si ce n'est celui qui a formé ces liens. Donc, quatre éléments dans des rapports choisis de manière à assurer l'harmonie du monde. Fort bien. Et les solides dans tout ça? Eh bien, ils correspondent aux éléments. Le feu, c'est le tétraèdre. La terre, c'est le cube. Entre les deux, Platon place l'eau, qui est l'icosaèdre, et l'air, l'octaèdre. Ah mais attendez, quatre éléments, cinq solides, le compte n'y est pas. Alors Timée ajoute, et comme il restait une cinquième combinaison, Dieu s'en servit pour tracer le plan de l'univers. Et voilà le dodécaèdre relié au cosmos. L'association des polyèdres aux éléments fournit quelques explications, fort ingénieuses. Par exemple, l'eau divisée par le feu ou même par l'air peut devenir en se recomposant un corps de feu ou deux corps d'air. Vous avez compris qu'il s'agit de chauffer de l'eau pour obtenir de la vapeur. Et vous traduisez l'eau qui est un icosaèdre à 20 faces peut donner deux octaèdres à 8 faces, de l'air donc, plus un tétraèdre à 4 faces, du feu. Ou bien encore, quant à l'air lorsqu'il est décomposé, d'une seule de ses parties peuvent naître deux corps de feu. Comprenez, un octaèdre à 8 faces peut donner deux tétraèdres à 4 faces. Oh, ne persiflez pas, ceci pourrait bien être la première tentative de modélisation scientifique de l'histoire. Oui, pseudo-scientifique peut-être, mais le contenu mathématique est absent. Platon connaît bien les cinq solides, mais pour leur construction et la démonstration de leurs propriétés, il faudra attendre Euclide, comme d'habitude. Plus exactement le 13e et dernier livre des éléments. J'aime bien vous montrer cette version de la traduction d'Al-Toussi, les figures y sont splendides. Bref, pour certains, le 13e livre des éléments est le couronnement de l'édifice. Euclide y construit rigoureusement chacun des cinq polyèdres réguliers, démontre leurs propriétés, en particulier les rapports des longueurs de côté. Mais nulle part il ne fait référence à Platon. Alors, d'où viennent-ils vraiment ces cinq solides platoniciens? Une scolie, c'est un ajout, un commentaire, qui n'est pas en général de la main de l'auteur. Celle-ci, ajoutée dans certains manuscrits au début du livre 13, annonce: dans ce livre sont décrites les cinq figures dites de Platon, lesquelles ne sont pas de lui. Trois des cinq figures susdites sont pythagoriciennes, à savoir le cube, la pyramide et le dodécaèdre. De tes têtes sont l'octaèdre et l'icosaèdre.
Allons bon, voici un petit nouveau, thé et tête. Vous le voyez ici en train de consulter un site d'histoire des mathématiques sur son ordinateur portable. Platon le met en scène dans un dialogue qui porte son nom. C'était un jeune homme fort prometteur. Parlant de Socrate, Platon dit c'était, je crois, peu avant sa mort qu'il connut Théétète, jeune encore et dans la fleur de l'âge, et que s'étant entretenu avec lui, il fut charmé de son heureux naturel. Plus tard, comme j'étais à Athènes, Socrate me raconta la conversation très remarquable en vérité qu'ils eurent ensemble, et il ajouta qu'infailliblement ce jeune homme se distinguerait un jour s'il arrivait à l'âge mûr. Donc Théétète aurait découvert tout seul l'octaèdre et l'icosaèdre, tandis que Pythagore serait l'heureux papa des trois autres polyèdres réguliers. Tant vaut vous le dire tout de suite, cette version n'est pas crédible. Déjà le cube et le tétraèdre étaient connus bien avant Pythagore. Ces jetons tétraédriques ont été trouvés avec d'autres au cours de fouilles en Turquie. Ils remonteraient à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et en parlant de jeux, les jeux de parcours comme notre jeu de loi ou les petits chevaux sont extrêmement anciens. Ils semblent avoir utilisé très tôt des dés cubiques, comme ceci. Pour expliquer l'invention des solides platoniciens, on invoque souvent la pyrite ou bisulfure de fer. C'est un minerai assez fréquent qui cristallise en produisant parfois de magnifiques cubes extrêmement réguliers, ou bien des dodécaèdres, parfois même des octaèdres. Ah mais, attendez, si Pythagore a eu l'idée du dodécaèdre en voyant des cristaux de pyrite, pourquoi a-t-il fallu théétète pour l'octaèdre? Et l'icosaèdre alors? Il n'existe pas dans la nature. Euh, enfin si, mais les Grecs ne pouvaient pas le savoir. Il faudra attendre le XIXe siècle et les observations microscopiques précises pour observer des formes naturelles qui ressemblent à des icosaèdres. Alors, quel crédit peut-on accorder à cette scolie au début du XIIIe livre? Il est important de ne pas confondre l'existence d'un polyèdre régulier particulier, comme le dodécaèdre ou l'icosaèdre, et le concept même de polyèdre régulier. On peut bien avoir fabriqué des cubes et des tétraèdres il y a très longtemps. On peut avoir déduit des cristaux de pyrite le dodécaèdre et l'octaèdre, sans pour autant voir que ces objets ont des propriétés communes, que tous leurs sommets sont sur une même sphère, que toutes leurs faces sont des polygones réguliers identiques. Il est possible que T et Tête ait vu le premier ses propriétés communes et ait inventé le concept. Il est possible même qu'il ait ajouté l'icosaèdre à la liste. Il est encore possible qu'il ait compris qu'il n'y en avait pas d'autres que ces cinq-là. Mais nous ne sommes sûrs de rien. Ce dé à 20 faces vient d'Égypte, mais probablement à une époque postérieure à Platon. Cet objet, dodécaédrique, est d'origine romaine. On en a retrouvé plusieurs centaines de ce modèle, mais on ignore à quoi il pouvait servir. Son analogue icosaédrique est beaucoup plus rare et tout aussi mystérieux. Heureusement, Cyrano de Bergerac lui a trouvé un usage. Nous parlons du vrai Cyrano, pas du personnage de Rostand. Il est le premier auteur de science-fiction français. Quand il écrit un fragment d'histoire comique contenant les états et empires du Soleil, il lui faut bien inventer une machine capable de le mener de la Terre jusqu'au Soleil. Et puisqu'il s'agit d'aller jusque sur le Soleil, quoi de mieux que l'énergie solaire pour la propulsion? Le vase était construit exprès à plusieurs angles et en forme d'icosaèdre, afin que chaque facette étant à la fois connexe et concave, ma boule produisit l'effet d'un miroir ardent.
Dommage que je n'ai pas retrouvé la signification de Conux. Un moteur à énergie solaire pour les voyages interplanétaires, et nous aurions pu en avoir l'usage. Qui sait? Nous aurions peut-être amélioré le modèle en passant de l'icosaèdre à un autre polyèdre à face polygonale régulière. Il y en aurait 13 selon Archimède, ou bien 14, ou bien 15, comme sur cette illustration, voire même 16. Cela dépend des définitions. Certains sont obtenus à partir des solides platoniciens en tronquant les sommets, mais pas tous. Le livre d'Archimède qui les définissait est perdu. Mais on en a une trace dans la collection mathématique de Pappus. Voici ce qu'il dit. Il est possible d'imaginer un grand nombre de figures solides ayant des surfaces de toute espèce. Mais nous aurons égard plutôt à celles qui paraissent régulières. Or celles-ci ne sont pas seulement constituées par les 5 figures que l'on rencontre chez le divin Platon, mais encore par celles qui ont été découvertes au nombre de 13 par Archimède et sont comprises sous des polygones équilatéraux et équiangles, mais non semblables. Le problème de définition est illustré par cette scolie vers la fin du 13e chapitre. Elle affirme, comme vous le voyez, que les seuls polyèdres dont les faces sont des polygones réguliers sont les 5 de Platon. Oh, la démonstration est facile, en apparence. Il suffit de se demander combien de triangles équilatéraux, de carrés ou de pentagones on peut mettre autour de chaque sommet. Et le problème est qu'elle est fausse. Pour un contre-exemple, pensez à 2 tétraèdres empilés tête-bêche. C'est qu'il manque une hypothèse. Cela ne ressemble pas à Euclide de donner des énoncés faux. Il est donc vraisemblable que ce soit une scolie postérieure. Quoi qu'il en soit, voici l'héritage grec. 5 solides platoniciens plus, en gros, 13 archimédiens. Il ne me semble pas que les Arabes aient cherché à augmenter la collection. Par contre, ils les ont utilisés pour tenter de résoudre un autre problème, celui de l'isopérimétrie. Que le cercle soit la plus parfaite de toutes les figures planes et la sphère la plus parfaite de tous les volumes était une évidence, puisqu'on les observe dans le ciel. La plus parfaite, soit, mais en quel sens? Voici ce qu'on trouve dans les premières pages de l'Almageste de Ptolémée. De toutes les figures différentes, mais isopérimètres, les plus grandes sont celles qui ont le plus d'angles. Ainsi, le cercle est la plus grande des figures planes, la sphère le plus grand des solides, et le ciel le plus grand des corps. Restait à démontrer ces affirmations. Sans définition précise des corps auxquels on voulait comparer la sphère, ce n'était pas facile. Les plus grands savants arabes s'y sont essayés. Al-Kindi a écrit un traité entier sur le sujet, mais il a été perdu. De Al-Haytham nous est parvenu un autre traité, sur la sphère qui est la plus grande des figures solides ayant des surfaces égales, et sur le cercle qui est la plus grande des figures planes ayant des périmètres égaux. Voici les propositions 4 et 5 de ce traité. Al-Haytham en donne des démonstrations géométriques rigoureuses. Pour toute sphère dont l'aire latérale est égal à l'aire d'un polyèdre régulier, le volume de la sphère est plus grand que celui du polyèdre régulier. Pour 2 polyèdres réguliers dont les bases de l'un sont semblables aux bases de l'autre, et dont les bases de l'un sont plus nombreuses que les bases de l'autre. Ceci a lieu pour les polyèdres dont les bases sont des triangles équilatéraux. Si la surface entourant l'un est égale à la surface entourant l'autre, alors le volume du polyèdre dont les bases sont plus nombreuses est plus grand que le volume de l'autre.
À la Renaissance européenne, les polyèdres réguliers connaissent un regain d'intérêt. Cela tient à deux phénomènes. D'une part, l'essor de la peinture avec l'invention de la perspective. D'autre part, la redécouverte des œuvres de Platon et le rééquilibrage philosophique entre la scolastique teintée d'aristotélisme et le nouvel humanisme qui se veut plus idéaliste et héritier de Platon. Si la datation de cette mosaïque est correcte, elle est la plus ancienne représentation d'un polyèdre régulier non convexe, en l'occurrence le petit dodécaèdre étoilé. L'auteur en serait Paolo Uccello, un peintre florentin passionné de perspective. De la Renaissance à nos jours, la fascination artistique pour les polyèdres n'a pas vraiment cessé. Ceci est le même dodécaèdre étoilé, sur une lithographie d'Escher. Le premier ouvrage théorique sur les polyèdres réguliers à la Renaissance provient d'un autre de ces peintres géomètres italiens également théoriciens de la perspective. Ce petit livre sur les 5 corps réguliers, Della Francesca le veut comme un complément à son traité sur la perspective en peinture. Il y recycle un certain nombre de problèmes qui figuraient déjà dans son traité d'Abac. Puis il traite en détail les dimensions respectives de solides réguliers inclus l'un dans l'autre, comme ici un icosaèdre dans un cube. Il présente ensuite des polyèdres moins réguliers car composés de plusieurs sortes de polygones. Je vous raconte ailleurs comment le traité d'Abac de Piero della Francesca, qui était manuscrit, avait été plagié par un de ses élèves, Luca Pacioli, dans sa Summa Arithmetica, qui elle a été imprimée. Eh bien, Pacioli a récidivé pour son livre sur la proportion divine, qui est pour nous le nombre d'or. Mais là, comme l'illustrateur était son ami Léonard de Vinci, le livre prend tout de suite un autre relief. Revoici le dodécaèdre étoilé de Uccello. Et voici l'icosaèdre tronqué, assemblage d'hexagones et de pentagones qui était le plan des ballons de foot du temps où ils étaient cousus. Il n'y a pas eu que la mosaïque et la gravure. À la fin du XVe siècle, les ateliers de marqueterie étaient nombreux, et les polyèdres réguliers étaient souvent traités en des plaquages de bois, comme dans ce tableau d'une église de Vérone. À partir du XVIe siècle, les polyèdres font partie de la panoplie des artistes. Quand Albrecht Dürer publie en 1525 ses instructions pour la mesure à la règle et au compas dans les lignes, plans et tous les corps, les développements plans des polyèdres réguliers y sont détaillés. Le livre est destiné à ses collègues, peintres et graveurs. Il existait aussi des modèles à vocation pédagogique, comme dans ce tableau de 1560. En fait de gravure, celles de Léonard de Vinci et Dürer ont été dépassées par Wenzel Jamnitzer en 1568. Il a imaginé toutes sortes de variations sur chacun des 5 polyèdres réguliers. Vous voyez ici une des pages sur le dodécaèdre. Et ici, une des pages sur l'icosaèdre. À chaque nouveau polyèdre, Jamnitzer prend bien soin de rappeler l'interprétation platonicienne, avec le feu associé au tétraèdre, l'eau à l'icosaèdre, le cube à la terre, l'air à l'octaèdre et le cosmos au dodécaèdre. Kepler connaissait, bien sûr, le Timée de Platon et les éléments d'Euclide. Dans sa recherche sur les mouvements des planètes, il lui est arrivé d'émettre des hypothèses moins pertinentes que les lois qui l'ont rendu célèbre. Comme dans ce livre de 1596 intitulé Dissertation sur les proportions admirables des orbites célestes.
Il n'hésite pas à associer les orbites des 5 planètes connues au polyèdre de Platon. En 1619, alors qu'il vient tout juste de découvrir la troisième de ses lois, la plus difficile, il publie ce livre intitulé Harmonie du monde. Le titre fait explicitement référence à la théorie de Platon sur l'harmonie du monde engendrée par les 4 éléments associés au polyèdre. Vous les voyez en haut à droite de cette image. Vous reconnaissez à gauche le dodécaèdre étoilé de Uccello. Dans la suite du livre, Kepler va encore plus loin que Platon et prend le mot harmonie dans le sens musical, en une sorte de synthèse de Pythagore et Platon. Oh, admettons-le, les explications du monde basées sur les polyèdres réguliers n'ont pas résisté au temps. Mais doit-on considérer pour autant qu'ils n'ont été dans l'histoire des mathématiques qu'une voie sans issue? Et non, bien sûr. Nous avons déjà vu l'usage qu'en ont fait les Arabes pour le problème de l'isopérimétrie. Eh bien, ils figurent aussi en bonne place dans le faire-part de naissance de 2 théories modernes. Ceci est un autographe de la main de Leibniz, mais le texte n'est pas de Leibniz. Il est de René Descartes et il n'a été publié qu'au XIXe siècle. L'histoire de ce manuscrit est à peine croyable. Après la mort de Descartes à Stockholm, ces papiers avaient été renvoyés en France dans un bateau qui a fait naufrage presque en arrivant. Restés au fond de la Seine plusieurs jours, les manuscrits ont été repêchés, mis à sécher, mais personne ne s'est préoccupé de les recopier, jusqu'à Leibniz. De passage à Paris dans les années 1675, Leibniz recopie quelques-uns des manuscrits de Descartes, dont celui-ci. Et heureusement, car l'original de Descartes a été perdu. Il n'est resté que la copie dans la montagne de papiers inédits que Leibniz a légués. Dommage tout de même, parce que ce manuscrit parlait des éléments des solides. Par éléments, Descartes entendait des angles solides, des nombres de faces, etc. Et à force de manipuler des combinaisons de ces éléments, Descartes avait découvert une notion cruciale, un invariant. Officiellement, c'est Euler qui a trouvé le premier que dans un polyèdre, le nombre de sommets plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes vaut 2. Peut-être. Mais les énoncés de Descartes dans un article antérieur de plus d'un siècle, portant presque le même titre, étaient très proches. Au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'après un siècle supplémentaire de tentatives de démonstration et de contre-exemples, on en est arrivé à une notion d'invariant qui tenait la route. La topologie en est issue. Je vous ai annoncé 2 théories plus ou moins nées des polyèdres de Platon. L'une était donc la topologie. L'autre est la théorie des groupes. Oh, bien sûr, vous vous souvenez qu'elle vient des tentatives de résolution d'équations algébriques et des substitutions de solutions. Mais si, vous savez bien, Galois, l'infâme coquette, le duel à l'ombre. Ah, vous y êtes. Bien. Mais vous savez aussi qu'il a fallu très longtemps pour que la notion de groupe soit généralisée et pleinement comprise. L'un des acteurs est Felix Klein, qui dans son programme d'Erlangen a montré que la géométrie pouvait s'interpréter comme l'étude des invariants d'un groupe de transformation. Eh bien, son exemple favori est le groupe d'isométrie qui laisse invariant un icosaèdre. Le titre complet du livre est Leçon sur l'icosaèdre et la solution des équations du 5e degré. Bien sûr, le véritable sujet du livre n'est ni l'icosaèdre ni l'équation du 5e degré,
mais le groupe des permutations d'un ensemble à 5 éléments, qui leur est commun. René Thom écrivait en 1971: les mathématiciens devraient avoir le courage de leurs convictions les plus profondes, et par suite affirmer que les formes mathématiques ont vraiment une existence indépendamment de l'esprit qui les considère. Les 5 polyèdres réguliers sont un exemple classique. Selon Platon, selon René Thom, et la plupart des mathématiciens, ils existent indépendamment de l'homme. Théétète ne les aurait pas inventés, mais découverts. Et vous, quelle est votre conviction profonde?